C'est tout ce qu'il y a de plus, c'est tout ce qu'il y a de plus, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Organisationnel de travail, en fait, base de données, mais orientée. مدام مانيش نسمع في شيء. مدام. وي ما كناش نسمع في شيء. تسمع فيا؟ اي تو تسمع فيا ولا ايه؟ توا سي بون. دونك جو ديزي اللي هو دونك احنا خدمنا لا بارتي تريتمون كل قبل اي دي اس وتا باش نحكي على البارتي دوني داكور. دونك اون فا ديماري لا بارتي دوني. Donc le modèle conceptuel de données qui m'a déjà, je m'attarderai pas là-dessus. Dans le cadre du système d'information. Alors, modélisation conceptuelle des données, le modèle entité association, déjà, concept et règles de modélisation, pardon, kif narfou. Alors, les démarches de construction d'un modèle entité association, pas mal les démarches, ما شفناهمش مع بعضنا في الcours, تاع la conception des bases de données. Donc, nous sommes dans le cadre du système d'information. Alors, l'entité association, Zaid Narjari, Tarfou, d'accord? Les entités, les associations, les attributs, les propriétés. Narfouch mania propriété, narfouch mania entité. Alors, les règles d'identification, mais peut-être qu'on ne les a pas bien, peut-être qu'on ne les a pas écrits dans le cours. Donc, un identifiant doit être univalué, discriminant, stable et minimal. C'est très important. On choisit un ID parmi la liste. Il faut que ça soit stable. Ça, par exemple, c'est pas un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone n'est pas stable. Il faut qu'il soit discriminant. Ça veut dire qu'une valeur de l'identifiant correspond en occurrence de l'entité. Donc, à chaque valeur de chacun de ces attributs. Et minimal, bien sûr, on a cherché la clé minimale. D'accord? Il vaut mieux qu'elle soit minimale. B. Donc, qui m'a dit, ce sont des notions alors, les règles de vérification. Donc, première règle, une unité a un seul identifiant. Une unité, elle va avoir au moins une propriété, ça on le sait déjà, qui peut être l'identifiant aussi. Une information peut être que dans une seule entité, et une entité participe à au moins une association. Bien sûr, كيف ما كنت تذكروا نحكيو نقولوا ما نجموش نلقاو une entité واحدة، لازمها تكون مربوطة بune association. Donc, bon, les associations porteuses de données, كيف حكينا عليهم. Les cardinalités NAFO, la cardinalité minimale et maximale, les contraintes d'intégrité, les contraintes sur les propriétés, les contraintes de valeur. Oui, ça peut-être qu'on n'en a pas parlé. Alors, les contraintes sur les propriétés, elles sont liées aux propriétés correspondent à des contrôles à assurer pour vérifier l'intégrité des données et de la cohérence par rapport au système représenté. Enfin, deux types de contraintes de propriété. Les contraintes de valeur, donc c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre une propriété. Donc on a les domaines de valeur, les domaines statiques et dynamiques, on a les dépendances fonctionnelles. Un exemple. Alors les contraintes de valeur, les domaines de valeur, par exemple les valeurs possibles de l'état civil. Donc un attribut, il a des contraintes de valeur, l'attribut est comme il ne que dans cet ensemble de valeurs. Par exemple, l'état civil, je compte célibataire, marié, divorcé, séparé et la veuf. D'accord? Et les contraintes statiques, comme par exemple la date d'ouverture de compte inférieure ou égale à la date du premier mouvement, ce sont des contraintes qu'on ne peut pas représenter. Les contraintes d'intégrité, là c'est des contraintes de valeur. Au niveau de la modélisation, ça tu ne peux pas le modéliser, mais ce sont des contraintes que tu dois prendre en considération. Le modèle physique.
Donc, domaine de valeur, m'attribue, il doit être dans un ensemble de valeurs, ou bien on dit une contrainte qui fait par exemple une date d'ouverture d'un compte, elle doit être inférieure ou égale à la date du premier mouvement. Et troisième contrainte, la contrainte dynamique, la valeur de l'état civil peut devenir divorcée si la valeur précédente était mariée ou séparée. معناتها ما ينجمش يكون célibataire et يصبح divorcé. D'accord. Alors, les dépendances fonctionnelles, donc un numéro tiers correspond à un seul nom du tiers et un numéro de compte correspond à une seule valeur de type de compte. Bon, ça c'est pas... Les contraintes d'intégrité fonctionnelle, donc une contrainte d'intégrité fonctionnelle entre deux entités exprime le fait que l'identifiant de la première détermine une occurrence de la deuxième. Le CIF, pardon, la contrainte d'intégrité fonctionnelle, quand tu un d'un côté, donc un véhicule appartient à une personne. Ça traduit la cardinalité 1-1, quand tu ça veut dire que si je connais le matricule du véhicule, je peux savoir toutes les informations nécessaires sur le propriétaire, etc. B. Les règles de validation d'un modèle entité-association, ça on le fait implicitement. Donc première règle, toutes les propriétés doivent être élémentaires, non décomposables. On n'a pas d'attributs composés, on le sait déjà. Chaque objet doit posséder un identifiant et un seul. Les propriétés d'un objet autre d'un identifiant doivent être en dépendance fonctionnelle monovaluée avec cet identifiant. Des règles qu'on fait, qu'on vérifie systématiquement. Donc, la règle 4, il faut qu'une propriété ne peut qualifier qu'une seule entité et qu'une seule association. Donc, la propriété adresse, par exemple, client, ne peut pas être présentée à la fois dans client et l'entité facture. Donc, c'est une redondance. Or, le modèle relationnel, c'est un modèle qui n'est pas redondant. Donc, il faut choisir où la mettre. Et normalement, ça devrait être mis dans client, pas dans facture. D'accord? À la khatab dans facture, ça ne caractérise forcément pas directement la facture. Donc, il y a redondance. Il faut savoir où exactement garder cette adresse-là. Oui, alors, ou bien, toujours dans la propriété 4, dans la règle 4, la propriété ne peut s'appeler adresse dans client et facture. Si c'est le cas, il faut le renommer adresse de client et adresse de facturation. L'adresse du client n'est pas la même que l'adresse de facturation du client. Donc, il faut différencier le nom, en fait, de l'attribut, sinon on a l'impression que c'est le même. La règle 5, la dépendance fonctionnelle transitive doit être écartée. Déjà, c'est les règles de validation d'un modèle entité-association, mais même si كان غلطنا فيهم في الموديل في النورماليزation باش نلقاوها المشكله هذه. علاش؟ خاطر عندنا taux de remise qui dépend de, par exemple, de la catégorie, d'accord? Donc forcément الكاتيجوري التaux de remise يخرج ويتحط في catégorie, d'accord? Le lien de transitivité ne devrait pas exister dans la même entité. Alors la règle 6, pour chaque occurrence d'une association, il doit exister une et une seule occurrence de chacune des deux entités liées, d'accord? Donc pour chaque occurrence d'une association, il doit exister une et une seule occurrence de chacune de ces deux entités liées. Par exemple, l'article qui est stocké dans un emplacement. Mais l'article, il est fourni aussi par un fournisseur, mais il n'est pas stocké par le fournisseur. Et dès l'association, il fallait défalquer. Et la conception, deux fonctions dans une même relation, dans une même association. Au contraire, il faudrait les différencier. Donc, un article est fourni et stocké dans un emplacement. Dans le cas où certains articles proposés par les fournisseurs ne seront pas en stock, donc la règle 6 ne sera pas respectée. Et c'est pour cette raison qu'il va falloir défalquer en deux associations. Alors, la règle 7, les propriétés d'une association doivent dépendre de la totalité de l'identifiant de l'association. Chez Maneta. Andi employé, service et bâtiment. D'accord? Donc, on va affecter un employé à un service dans un bâtiment. Alors, la date de début, la date de fin et la prime pédagogique. Alors, la prime pédagogique, elle ne dépend pas de l'employé, elle va dépendre uniquement du service
et du bâtiment. Alors, dans ce cas-là, il va falloir sortir prime de cette association et la mettre dans une association à part. Donc, on est en train de le faire indirectement, d'accord? Mais là, elles sont présentées noir sur blanc, tout simplement. D'accord? Vous êtes toujours là? باش نتعديو la démarche de construction d'un modèle entité association et là je vais m'attarder un peu sur ça خاطر هي حاجه جديده بالنسبه لكم en fait حاجه جديده مش جديده على خاطر le cœur de la chose vous le connaissez déjà mais vous savez pas c'est quoi la présentation. Alors la démarche de construction d'un modèle entité association en fait le but c'est d'obtenir une représentation du système à développer de votre système d'information à développer. Alors il y a deux démarches pour la construction d'un modèle entité association. Il y a le modèle entité association mais il y a deux démarches. Alors, il y a ce qu'on appelle la démarche ascendante et la démarche descendante. Alors, l'approche ascendante, alors l'approche ascendante se déroule en plusieurs étapes. L'oula, c'est recueillir les informations utiles et expliquer clairement les règles de gestion. Donc, ça revient à faire une étude de besoin. D'accord? وهذه حاجة معناها نعرفوها علاش على خاطر انتم déjà à votre niveau vous ne faites pas cette étape là mais c'est une étape qui est très importante et qui peut être cruciale pour la réussite d'un projet. Donc انتم déjà agi comme le besoin حاضر معناها. Par la suite une fois que vous avez votre besoin, on peut établir la liste des propriétés, construire ce qu'on appelle le dictionnaire de données, construire le graphe des dépendances fonctionnelles, établir le modèle conceptuel de données. Vous voyez la différence en fait ça correspond à l'approche descendante mais l'approche ascendante elle opère autrement on part du besoin et au lieu de commencer à construire les entités, les associations, etc., on commence à extraire la liste des propriétés, tous les attributs, les mots jolis. On va construire ce qu'on appelle le dictionnaire de données, le dictionnaire de données qui va servir de référentiel, d'accord? Ça veut dire que l'on va mettre tous les attributs, ok? Dans un dictionnaire, on va les répertorier et on va mettre les caractéristiques de ces propriétés. Par la suite, à partir de ces attributs, on va construire ce qu'on appelle le graphe de dépendance. Les graphes de dépendance fonctionnelle, il va se baser sur les attributs et les dépendances qui ont besoin à la le client. À partir de ce graphe de dépendance, tu vas établir le modèle conceptuel de données. Vous voyez, là, c'est une approche qui est différente pour construire le modèle conceptuel entité-association. Je vous sur des exemples. Alors, exemple, cas de gestion de commandes et des factures. Alors, recueillir donc les informations utiles, donc rassembler des exemplaires des différents documents et fichiers. Par la suite, on va expliciter les règles de gestion. Par exemple, les règles de gestion. Le client peut passer une ou plusieurs commandes ou aucune commande. Ce sont des règles à partir de ces règles-là, je mets les propriétés ou je mets les attributs. On charge une liste d'attributs comme vous le voyez là. D'accord? Par la suite, on va construire le dictionnaire de données. Alors, un dictionnaire de données, c'est la structure qui va rassembler l'ensemble des données relatives à un sujet. D'accord? Alors, le but d'un dictionnaire de données est de recenser, structurer et donner une première analyse des informations du sujet. D'accord? Donc, recenser, structurer, donc donner une certaine structure à ces attributs et leur donner une première analyse de l'information du sujet. Alors, l'origine des informations provient de la description de l'activité, des descriptions des objectifs, les interviews, etc. Ça, quand vous êtes dans la vie réelle. Mais vous, à votre niveau maintenant, c'est au niveau du texte qu'on vous demande qui représente le besoin du client. Alors, le dictionnaire, réellement, il va ressembler un peu à ça. Je m'en ai dit colonne code. En général, en fait, quand vous allez par la suite dans le modèle physique de données, مش نحطوا numéro client ولا numéro enseignant. Là, après, il va y avoir des codes. فهمت؟ كيما هكا ENS pour dire enseignant, NO pour dire numéro.
Ben, alors, quand vous allez coder, ça va, vous-même, vous avez codé la chose. ما كانش يجي واحد من بعد qui va récupérer le code باش يخدم عليه, il va pas savoir ENSNO à quoi ça correspond. هو اللي يعملوا اللي يرجع الديكشنير de données باش يفهم. Même nous-mêmes, quand on code quelque chose, on a joué le بعد وقت نلقى روحنا نسينا les nomenclatures اللي خليناهم. Donc, le dictionnaire de données, il est important déjà aussi à ce niveau-là. باش خلينا نتذكروا شو هما les noms d'attributs, à quoi correspondent les attributs. كيما قلت en général dans le code, on ne garde pas un nom complet, on ne garde pas une description qui est un numéro enseignant. D'accord? On le type, la nature. Si on a une remarque bien particulière, s'il y a une contrainte sur cet attribut, s'il est identifiant ou pas, etc. Alors, par la suite, on va construire le graphe de dépendance fonctionnelle qui fonctionne à partir de ses propriétés. Donc, dépendance fonctionnelle, exemple, qui va mettre le numéro client détermine le nom du client. Numéro client, il détermine l'adresse, etc. Alors, le graphe de dépendance fonctionnelle, il permet de visualiser les dépendances fonctionnelles, est appelé graphe de dépendance fonctionnelle. Il est comme donc le GDF. D'accord? La construction du graphe de dépendance, les étapes de construction sont, dans un premier lieu, extraire à partir du dictionnaire de données toutes les propriétés qui ne sont ni calculées ni concaténées. On ne peut pas mettre des choses concaténées, on ne peut pas mettre des choses calculées dans le modèle conceptuel. Par la suite, on va supprimer adresse, montant et total. Par exemple, dans le cas où adresse, c'est un attribut qui est composé, le montant, c'est quelque chose de calculé et le total aussi. Donc, forcément, on les représente. On va dans un graphe et on trace les liens qu'on va pouvoir détecter à partir de mon étude de cas. Mais ce que vous voyez en pointillé, ce sont les genomes. Tout le monde fait dodo. شنو ما يجمع هذا؟ Dépendance. Les dépendances Transitives. Exactement, ce sont les dépendances transitives. Donc, إذا كان حاطين mon pointillé, علاش باش نحيو من بعد كي نعملوا un graphe de dépendance minimale. Ça va, c'est bon. Par la suite, donc, on élimine les dépendances obtenues par transitivité, qui manquent en coule, d'accord? Colbert en pointillé qui est là, il sera éliminé. Alors, par la suite, à partir de là, on va construire le modèle conceptuel de données. Vous voyez, c'est une approche différente que l'info. Par exemple, une référence produit tatine désignation et prix unitaire. Donc, ça représente, ce sont des caractéristiques du produit. Donc, ça pourrait être une entité produit. On a fait une référence produit comme étant identifiant. Ou désignation au prix unitaire comme étant des attributs simples. Numéro bon. Il y a la date, numéro rep, ou client, etc. Donc, client, par exemple, des attributs. Le numéro client détermine des choses. Donc, forcément, il y dans une entité à part. Etc., etc. Donc, je me trouve avec ça. Donc, produit fait entité wahdo, client fait entité wahdo, représentant, les hawahida. Donc, numéro représentant, il y a un non représentant, kharaj dans une bulle wahdo. Ou je regarde les numéro de banc de commande, ou un dit la date zeda. Donc, numéro de banc de commande et la date représentent les attributs de commande. Et bien sûr, numéro de banc de commande, c'est l'identifiant ici. D'accord? Mais les quantité. Sauf une quantité, ça dépend de la commande et du produit. Donc, ça ne peut pas être mis dans une entité seule. Donc, ça va figurer dans une association. D'accord? Donc, l'association va but commande et produit. Ça va? Oui, madame. Très bien. Donc ça, c'est la fin de l'approche ascendante. Vous voyez, on est parti d'autre chose. Donc si je reviens à l'exemple ciné, on est parti
D'un exemple bien particulier, les propriétés. Les propriétés dans ce qu'on appelle le dictionnaire de données. D'accord. Par la suite, on est passé à la construction du graphe de dépendance grâce à cet ensemble d'attributs, plus les liens et les kharjni en texte. Par la suite, on a les transitivités pour avoir un graphe de dépendance sans transition, donc minimal. Et à partir de là, où on a les groupes, les mab'adam, et on a construit les entités. Et par la suite, on a ajouté les associations. Donc ça, c'est l'approche ascendante. Maintenant, l'approche descendante, ça c'est l'approche que vous connaissez déjà. Indirectement. Donc, première chose, kiff, les étapes pour l'analyse de besoins, donc recueillir les besoins, recenser les informations utiles, expliciter clairement les règles de gestion. Ça, ce sont les analyses de besoins à votre niveau qui vous pouvez être amené à le faire un jour. Et la structuration. Et la structuration, c'est faire votre modèle entité association tout simplement. D'accord. Donc, il y a l'approche, il y a une base de données, je fais un FTD, il y a le cours base de données, il y a l'approche descendante. Alors, la normalisation, étant donné qu'on a fait le cours normalisation aujourd'hui, ça me facilite un peu la tâche. Donc, la normalisation consiste à vérifier que certaines règles de bonne qualité sont respectées. C'est-à-dire que notre modèle relationnel, il est non redondant, il n'y a pas de redondance là-dedans. Alors, la normalisation, elle est appréhendée différemment, ça revient au même. Là, on parle de normalisation de propriété, des associations, ça veut dire que je ne peux pas avoir une association fantôme, par exemple. On va vérifier l'unicité des noms d'association, l'absence d'association fantôme, la non-redondance des chemins, la non-décomposabilité, etc. Oui, alors il faut éviter les cycles aussi, pareil. D'accord. Bon, ça, ce sont des choses que vous savez déjà, mais ce n'est pas exactement la normalisation dont on a parlé une fois un peu plus tard dans le cours. La spécialisation en généralisation, on a le fois, donc la spécialisation, c'est quand on descend dans le niveau, et quand on remonte, ça fait une généralisation, d'accord. L'entité mère, ce sont les entités filles. Ou qui on peut avoir une spécialisation multiple, ça veut dire une entité mère, a deux hiérarchies différentes. D'accord. Par exemple, l'adhérent, il peut être personne morale ou la personne physique, comme l'adhérent, il peut être cotisant ou la bénéficiaire. On parle de statut, on parle de type. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. Alors, la spécialisation sur type, qui mène, par exemple, c'est une notion proche de la notion d'héritage multiple. Une entité, elle hérite de deux entités mères. Un étudiant salarié, il est étudiant et il est salarié en même temps. Donc, il peut être rattaché à une entité mère étudiant et d'un côté, et une entité mère salariée d'un autre côté. Dans la généralisation, qui alors, les contraintes sur spécialisation, elles expriment les participations des occurrences de l'entité sur type aux entités sous-types. Donc, le type de contrainte, c'est qu'il n'y a pas de contrainte. Par exemple, un assuré peut être particulier, entreprise, ou bien ni particulier, ni entreprise, ou les deux à la fois. En fait, c'est les types de la spécialisation. Si on met rien, on met aucune contrainte, c'est que contrainte. Donc l'assuré peut être particulier, entreprise, ou elle est ou particulier, les entreprises, ou il peut ne pas être les deux à la fois. Alors l'exclusivité, c'est quoi? Donc un assuré peut être soit particulier, soit entreprise, soit ni particulier ni entreprise, mais pas les deux à la fois. Alors la totalité, ça veut dire que tout assuré est un particulier, entreprise ou les deux. Et les partitions, donc tout assuré est soit une entreprise, soit un particulier. Donc en fait c'est comment dire, c'est un peu
expliquer. Ce sont des contraintes assez poussées dans la généralisation et la spécialisation. D'accord. Les restrictions sur les sous-types d'associations, je vais le. مش نتعداه ونعملوه حاجة مرة أخرى je pense dans une autre parce qu'on va trop dans le détail là ou sinon on peut le faire aussi hein. Bon je peux le faire aussi allez on le fait لازم نخليوه on en était où فهمتوا شو معناتها النوسيون هذه وإلا لا j'ai l'impression اني نحكي وحدي يا جماعة راه مادام مش بالكدا البارتي الاخرى نعم البارتي الاخرى اللي حكيت عليها توا مش بالكدا اي جوستومون دونك انا اش حبيت نقول لكم اللي راهو لو ليان نتاع l'association le lien نتاع l'association de spécialisation en fait هذوما ينجم يعطيني معناتها نجم نحددوا لو تيب de la spécialisation d'accord معناتها اسكو لله محمد رسول الله اسكو مثلا عندي دو ناخذ ان اكزامبل عندي تيير يجم يكون كليون ولا فورنيسور اسكو كل تيير يلزم يكون كليون والا فورنيسور والا واحد منهم زوز. C'est ça en fait. Le fait de ne pas de mettre de contraintes à la spécialisation, en fait, c'est une assurance. Excusez-moi, on a été coupé. Donc, le fait de ne pas faire de contraintes, c'est qu'un assuré peut être particulier, entreprise ou bien ou les deux à la fois. D'accord? L'exclusivité, c'est qu'un assuré peut être soit particulier, soit l'entreprise, soit ni l'un ni l'autre. Mais pas les deux à la fois. Mais les gens se en même temps. La totalité, c'est tout assuré et particulier, entreprise ou les deux. D'accord. La partition. La partition, c'est que tout assuré est soit une entreprise, soit un particulier. D'accord. Donc, là, c'est des notions très, très particulières. Hein. C'est juste pour votre connaissance. C'est pas vraiment... C'est un peu détaillé. Bon, nous, je me chauffe le câble les restrictions dans les sous-types d'associations. C'est bien à savoir, en tout cas, je pense. Un exemple. On dispose de 3 entités, employés, chef projet et projet. Alors, chef projet étant un sous-type d'employé, donc chef de projet, il est sous-type l'employé que vous voyez là, d'accord? Donc, à l'entité projet, peuvent être affectés des employés vers l'association travaillée que vous voyez là. Donc, il y a des employés qui travaillent ou pas sur un projet. D'accord? Donc, plusieurs employés peuvent travailler sur un même projet, mais un projet est affecté un et un seul chef, comme vous voyez là. Donc, le chef de projet, il gère, un projet est géré par un et un seul chef. Donc, pour l'entité chef de projet, il y a modification des cardinalités de l'association travaillée. D'accord? Donc, on introduit une nouvelle association qu'on va appeler gérer entre chef de projet que vous voyez là et projet. D'accord? En notant bien que c'est une spécialisation de l'association travaillée. Le chef qui gère le projet, en fait, l'association gérée, elle fait partie de travailler. C'est une spécialisation de l'association. Bon, là, comme je vous ai dit, là, je ne poserai pas de questions sur ce genre de choses fait l'examen. C'est des choses très pointilleuses. C'est important à savoir.
Les contraintes intra-association. Les contraintes intra-association, donc on ne peut pas toujours représenter avec les cardinalités, les contraintes d'intégrité fonctionnelle. Donc, il faudrait ajouter une association binaire, et surtout au niveau ternaire. Les deux représentent l'entité hévéa. Je pense qu'on doit avoir, voilà, après on va voir un exemple là-dessus. B, donc les contraintes intra-association, DF, pour dire dépendance fonctionnelle, sur une relation NR, donc plusieurs catégories. Il y a des dépendances fonctionnelles simples, la composée englobant la totalité de la collection, ou bien 1 et 2, donc qui font dépendance fonctionnelle simple et composée, correspondent à la situation provisoire dans le processus de conception. Donc elles seront traitées par l'opération de décomposition le relationnel. Donc là, par exemple, c'est vrai que le type de travaux est relié à entreprise. Si il y a une entreprise au type de travaux, on ne la voit pas dans cette relation. D'accord? Même si elle fait partie de cette association. Donc, on doit la mettre à part. Massif, une période professeur et salle, d'accord? Un professeur dans une période bien déterminée, il ne peut être que dans une seule particulière, dans une salle particulière. Le professeur ou la période, salle. Donc, massif, d'accord? Ça identifie de façon unique. C'est pas vraiment explicite. Donc, on doit pouvoir l'ajouter de cette façon-là. Donc, les deux associations sont reliées. Donc, les contraintes interassociations, ça exprime les conditions entre deux ou plusieurs associations, comme je viens de dire. D'accord? Donc, les contraintes sur la participation d'une entité à plusieurs associations. Donc la contrainte, elle est plusieurs associations qui relient la même entité. Alors, l'exclusivité, de partition d'une entité à plusieurs relations. Donc, si une occurrence de l'entité article participe à l'association achetée, elle ne peut pas participer à l'association approvisionnée. Il est en train d'être acheté, et réciproquement. Il ne peut pas être approvisionné. D'accord? Bon, ça c'est la contrainte de l'exemple. La simultanéité, par exemple, de participation d'une entité à plusieurs relations. Donc, toute occurrence de l'entité participe de façon simultanée à deux associations. Donc, on exprime la simultanéité. Donc, par exemple, ici, toute entité commande participant à l'association passée participe simultanément à l'association portée. L'entité commande, elle est passée par un client. Et la commande qui est passée par le client, elle porte sur certains articles. Donc, les deux en même temps, les associations. Alors, la totalité de participation d'une entité à plusieurs relations, donc toute occurrence de l'entité, participe au moins à l'une des associations et on l'exprime par T. Donc, par exemple, ici, tout véhicule est au minimum relié soit à un contrat par l'association couvrir, soit à un sinistre par l'association impliquée. Donc, un véhicule, il va être couvert par un contrat, et il va être, il va être impliqué dans un sinistre. Donc, il est au minimum relié soit à un contrat, soit à un sinistre par l'association impliquée. Donc, totalité exclusivité Shomaneta. Donc, commande est passée par un client et elle veut provenir par un service. Donc, une entité commande participe à deux associations, passer et provenir. Donc, toute occurrence de commande participe soit à l'association passée, soit à l'association provenir. Donc, la commande, elle est ou passée par un client ou bien elle provient d'un service. Donc, alors, l'inclusion, normalement c'est la dernière, l'inclusion de participation d'une entité à plusieurs relations, qui m'a chouffonné comment elle est représentée. Donc, une personne, elle va souscrire à un abonnement et elle effectue un emprunt. Donc, si une occurrence de l'entité personne participe à l'association souscrire, elle participe à l'association effectuer, d'accord, mais pas réciproquement. Avec un sens de la flèche. Alors, pardon, donc les contraintes ensemblistes,
علاش حابوا نحكيو على البارتيtion ou l'exclusivité نتاع l'hiérarchie. Donc par exemple, j'ai une entité employée comme étant une entité mère, ou une entité fille interne ou externe. Donc le partition est le plus c'est partition نحكينا عليها بكري. Donc un employé est soit un employé interne, soit un employé externe, mais pas les deux. Donc علاش فما le plus. Vous voyez, عندي soit interne, soit externe. D'accord? Où il est représenté de cette façon-là. Non-couverture, ça veut dire, le foie, c'est l'exclusion. L'exclusion, chez Maneta. Un véhicule, qui est l'entité mère, est soit une berline, soit un coupé, pas les deux, mais il peut exister d'autres véhicules. Je suis une berline et coupé en même temps, soit une berline, soit un coupé, pas les deux, mais je peux avoir d'autres types de véhicules, comme vous voyez ici. D'accord? Donc là, c'est une couverture totale. Là, c'est la non-couverture. La non-disjonction, la totalité. La totalité, ça veut dire qu'un employé peut être à la fois cadre et technicien. Moi, je peux avoir des cadres quand je peux avoir des techniciens, mais je vais avoir peut-être des cadres donc, qui peuvent être techniciens. De l'autre côté, quand on met rien du tout, donc aucune contrainte, ça veut dire qu'un employé peut être cadre ou un technicien, il peut être aussi un administratif, donc complètement. D'accord, ça c'est des notions complémentaires comme ça à avoir. Ce sont juste des conseils en fait, la modélisation du temps, de propriété, de valeur calendaire par exemple. Par exemple la facture, ok. La facture, fait un numéro facture ou une entité de date, c'est vraiment déconseillé d'avoir ce genre de choses. Il vaut mieux qu'intégrer la date dans la facture. Ne pas avoir une entité date, fait des dates ne veut absolument rien dire. D'accord? Bon, l'historique de la propriété, ça, si on veut il vaudrait mieux donc le garder. B. Bon, l'entité faible et l'entité forte, ça, on en a parlé, l'info. Donc, la modélisation logique de données relationnelles. Avant de passer au modèle logique de données, si je fais un petit récap par rapport à tout ce qu'on a vu, le chapitre éveil, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les modèles entité-association, déjà. Par contre, on a introduit une nouvelle chose, les approches, les deux différentes approches qui existent pour la construction d'un modèle entité-association, qui m'a qu'on a deux approches. Il y a l'approche ascendante ou l'approche descendante. L'approche descendante, l'approche ascendante qui a d'autres étapes dans la construction du modèle entité-association. Alors après, on a parlé de la généralisation en spécialisation que vous connaissez déjà et de quelques notions complémentaires à connaître à mon sens. Un modèle dans n'importe quel livre. Peut-être que je vous questionnerai pas là-dessus, c'est très pointilleux. Peut-être que je vous questionnerai là-dessus, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien à connaître. Ce sont des choses à connaître. Dans un modèle, tu atterris dans une entreprise qui a un certain modèle comme ça. B, alors la modélisation logique de données relationnelles. La modélisation logique, en fait, c'est le modèle logique de données que vous connaissez. Donc, nous, on a choisi le modèle relationnel. Il y en a d'autres, en fait. Alors, le modèle en réseau, je parle des différents modèles qui peuvent exister. Nous ne sommes pas dans le cas de ces modèles-là. Nous sommes plutôt dans le modèle relationnel. Donc, on a parlé de notions de clés primaires, de clés étrangères, les différentes règles de passage du modèle entité-association vers un modèle relationnel. Le modèle relationnel, je me dis sous forme de relation, je me dis les associations, les cardinalités, les clés étrangères, juste avec un trait. C'est possible, mais si tu réécris la même chose, tu vas avoir des relations en cas. D'accord, ça on l'avait bien vu en long et en large, comment passer vers un modèle logique de données, d'accord. B, les associations réflexives par exemple, كيفاش نتعديو منها للحاجة هكا.
Oui, le modèle entité-association réflexive vers un modèle logique de données. Vous voyez qu'on a fait exactement les mêmes choses avant. Mais alors, passage d'un modèle conceptuel de données vers un modèle logique, dans le cas où on a un héritage ou une spécialisation, généralisation, ça on l'a déjà vu aussi. On a vu même les différentes règles qui ne sont pas forcément représentées ici, d'accord? B, alors les règles de passage de modèle qui marquent, ils ont déjà ou ما فهمش علاش نرجع عليهم. Déjà خدمتوا عليهم في le premier semestre بالكدا. Alors maintenant on passe au modèle physique de données. Alors il s'agit de la formalisation opérationnelle des données, donc spécifier comment réaliser l'élément du système. Donc les bases de données relationnelles, c'est une base de données relationnelle, c'est un ensemble de relations. Donc les relations vont donner tout simplement des tables et les attributs, ce sont les colonnes de vos futures tables et après on va remplir les lignes tout simplement. D'accord? Donc la représentation standard d'une base de données relationnelle, c'est le mode formel ININAFO qui est. Donc c'est une dernière étape avant l'implémentation qui permettra d'optimiser la base. On passe par la normalisation. Elle me permet de améliorer la qualité de mes relations, tout simplement. Alors, si jamais nous avons des problèmes avec la normalisation, ce qu'il faudrait faire, il faudrait décomposer, d'accord? Donc, je me suis arrêtée à Boyson Code, mais on peut aller jusqu'à la 4e forme normale. Donc, l'objectif, c'est de vérifier la non-redondance des données et d'éviter certaines anomalies de stockage et de mise à jour. Donc, il suffit d'appliquer les différentes formes normales, donc des attributs atomiques non valués. Deuxième forme normale, il faut qu'on soit en première forme normale et pas d'attributs qui dépendent d'une partie de la clé. La troisième forme normale, il faut qu'on soit en deuxième forme normale, il ne faut pas avoir d'attributs qui dépendent d'autres attributs. Et la Boyson Code qui dit qu'on doit être en troisième forme normale et tout attribut n'appartenant pas à une clé dépend de cette clé entièrement et aucun attribut de la clé ne dépendra d'un autre attribut qui n'est pas clé. Voilà, tout ça on l'avait vu en l'oignon large. Donc, l'approche de décomposition quand on a un problème des formes normales qui il y a un algorithme de décomposition si vous voulez vous amuser à le suivre, mais ça revient à ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc les opérateurs de manipulation, on a les opérateurs ensemblistes, on a les opérateurs propres aux bases de données, d'accord, les ensemblistes qui mettent l'union, l'intersection, la différence, le produit cartésien, et ceux qui sont propres aux bases de données qui marquent la projection, la sélection, la jointure, le renommage, d'accord. Donc il est traduit rapidement, déjà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Allô, allô. Vous êtes toujours là? Allô, allô. Oui, madame. Ça va? Vous êtes là? Oui. Tout va bien? Très bien. شوف توا نحن كما قلت avant les DS حكينا على les modèles conceptuels de traitement هكا ou le modèle organisationnel de traitement. اليوم حكينا على الموديل conceptuel de données ou le passage vers le modèle logique اللي احنا نعرفوه. Donc je suis passée très rapidement sur des choses qu'on a déjà fait, qu'on connaît déjà, et là je me suis un peu attardée sur la partie en fait اللي احنا ما حكيناش عليها قبل اللي هي par exemple les différentes approches de construction d'un modèle entité-association. Alors, maintenant, en fait, pour moi, la partie donnée, elle est bouclée. Je vais passer à une étape intéressante, liée à la rétroconception. La rétroconception, c'est quoi? Alors, le but, c'est quoi? C'est le pouvoir passer d'un modèle relationnel à un schéma d'entité-association équivalent. Pourquoi? C'est pour que l'analyse n'a pas été faite ou a été perdue. Il y a un problème quelque part et je voudrais pouvoir revenir à mon modèle entité-association. Alors, comment appliquer les étapes de transformation? Tout simplement, il faut les appliquer à l'envers. La remarque qu'on peut faire ici, c'est qu'on ne fournit pas une solution unique.
Donc, il ne faut pas avoir une perte d'informations sur le schéma relationnel par rapport au modèle entité-association. Chacun va suivre un peu comme il veut les choses. Maintenant, on ne va pas faire exactement le même, on ne va pas appliquer les étapes de transformation à l'envers tous dans le même ordre, mais le plus important, c'est de pouvoir en fait avoir ce même schéma entité-association sans avoir perdu de l'information en cours de route quand on a appliqué les étapes de transformation à l'envers. D'accord? Donc, appliquer à l'envers les étapes de traduction, c'est-à-dire, par exemple, une relation ne possède pas de clé étrangère au sein de sa clé, donc c'est une entité, tout simplement. D'accord? Une relation dont la clé comprend une clé étrangère et une clé locale, voilà, une clé primaire. Donc, c'est un ensemble d'entités faibles par rapport à l'entité correspondant à la clé étrangère. Une clé étrangère, ça veut dire que j'étais une entité faible dans mon modèle entité-association. كيفاش نعرف شكون l'entité forte اللي كنت en relation معها؟ نشوف الكلي étrangère جايه من انا تاب، دونك نفهم التاب هذيك اللي جايه منها كلي étrangère راني كنت en relation معها وهي elle était clé معناها entité maître وانا j'étais entité esclave. D'accord? Alors, Z a une relation possédant une clé étrangère à l'extérieur de sa clé, d'accord? Donc, une entité plus association monovaluée vers l'entité correspondant à la clé étrangère. Ben, c'est ce qu'on vient d'expliquer, non? Une relation dont la clé est intégralement composée de clés étrangères, donc c'est une association multivaluée entre les ensembles d'entités correspondant aux clés étrangères. En fait, quand on a une clé étrangère, donc quand on a une clé étrangère, qui correspond à la clé, d'accord? Ça veut dire que, en fait, ça pourrait être une association multiple. On a une association marboute à plusieurs entités où les clés étrangères et donc les clés primaires ont les entités qui l'entourent. Donc, وإذا كانوا عندي une entité une relation qui possède une clé étrangère mais à l'extérieur de sa clé aussi, donc c'est une entité plus association monovaluée à l'entité correspondant à la clé étrangère. B. Voilà, ça c'est la rétroconception. Bon, vous ne serez peut-être pas amené à le faire, mais c'est juste pour vous expliquer qu'on peut le faire. Par exemple, le modèle relationnel ou bien je veux m'amuser à revenir vers l'entité association, ou bien que j'ai perdu quelque chose et je voudrais, pour une raison ou pour une autre, en fait, vous voulez revenir à votre modèle entité association, bah vous savez que voilà, il faut juste appliquer les règles à l'envers de ce que vous avez fait le passage, le modèle relationnel. D'accord? Ça, c'est la rétroconception. Je pense que c'est pas mal de le savoir. Alors maintenant... là, j'ai bouclé la partie donnée avec cette rétroconception. On va faire maintenant ce qu'on appelle le rapprochement données-traitement. Et là, c'est très très intéressant. على خاطر نحن خدمنا les données وحدهم وخدمنا les traitements وحدهم ما عندهم حتى علاقة ببعضهم حتى. Donc, pourquoi confronter les données et les traitements? Tout simplement parce que Maurice sépare la conception des données et des traitements. Donc, il faut vérifier que tous les résultats peuvent être construits à partir des données du modèle conceptuel. Donc, les données nécessaires au traitement se trouvant dans le modèle logique et donc dans le modèle conceptuel. Je ne peux pas avoir des traitements qui vont traiter des données qui n'existent pas. Donc, ici, nous, comme aujourd'hui, le modèle de données MTI. Alors, il faut vérifier que les données décrivant le système d'information sont cohérentes avec les traitements qu'on demande à faire. Donc, les données du modèle logique de données sont bien toutes utilisées par des procédures fonctionnelles. Sinon, il n'y a pas de raison de les avoir, ces données-là. Alors, le but, c'est de pouvoir aussi identifier les incohérences, s'il y a un problème, s'il y a un traitement qui utilise une donnée qui n'est pas stockée ou qui est mal stockée, relever les informations inutiles, c'est-à-dire non utilisées dans les traitements, vérifier l'exhaustivité des informations représentées, d'accord? Ça veut dire que les données sont requises par les traitements
représente par les traitements présentés dans le modèle conceptuel de données. Est-ce que j'ai toutes les informations, est-ce que toutes les informations sont représentées ou pas? Donc, en fait, avant, on faisait bien sûr une validation entre le modèle conceptuel et le modèle logique, que ce soit données et le traitement. On va faire une validation entre le modèle conceptuel de données et le modèle conceptuel de traitement. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Est-ce que mes traitements utilisent toutes mes données? Est-ce que toutes mes données sont présentes pour les traitements qui les demandent? Et pareil pour le logique et l'organisationnel. Donc, la validation en données traitement, l'objectif qui m'en est de vérifier que le MLD est complet. Donc, toute procédure fonctionnelle interactive ou automatique est associée à un fragment de base de données en lecture ou en écriture. Elle doit avoir accès à toutes les données nécessaires à son traitement. Si une information manque, elle doit être rajoutée au modèle logique de données. Il y a un problème. Je suis en train de faire un traitement. Les données que je vais traiter, c'est le modèle de données MTI. Donc, il y a un problème. Donc, il faut rectifier ça au niveau modèle logique de données. Il faut le propager au modèle conceptuel de données. Ça veut dire qu'il faut rectifier en conséquence le modèle conceptuel de données. Alors, l'objectif maintenant est de vérifier que le MOT, le modèle organisationnel de traitement, est complet. Donc, pour chaque élément du modèle logique de données, donc attribut ou table, il faut vérifier qu'il existe une procédure fonctionnelle, interactive ou automatique pour la consultation ou pour le consulter ou le modifier. Donc, si une donnée n'est pas utilisée dans le MOT, elle doit être supprimée du modèle logique de données ou bien une procédure fonctionnelle utilisant doit être ajoutée. D'accord. Si on a une donnée qui n'est pas utilisée موجودة عندي في الدوني نتاعي ما عندي حتى procédure تستعملها ولا تعيط لها. Donc qu'est-ce que je dois faire? Ou bien je dois la supprimer ou bien je dois ajouter une procédure. Il faut voir où est le problème. Il y a même si un traitement وإلا هي زايدة حطيناها زايدة من الأول. D'accord. Donc ça sert à ça finalement la validation MLD MOT ou MLD MOT. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de chaque procédure fonctionnelle du modèle organisationnel de traitement, construire les fragments du modèle logique de données nécessaires à la validation de cette procédure. Donc, à chaque procédure fonctionnelle, il faut voir si les données sont dans le modèle logique. Si elles ne le sont pas, il faut le mettre à jour. Ou elle à mettre à jour la procédure. À partir de chaque table du modèle logique, grâce à un tableau dynamique, montrer les procédures fonctionnelles qui insère, modifie, consulte ou supprime les attributs de la table. Alors, si le modèle organisationnel de traitement est modifié, il faut retourner à l'étape 1 pour les procédures fonctionnelles ajoutées, bien sûr, il faudrait les mettre à jour. Oui, d'accord, le modèle logique de données, vous l'avez modifié parce que, voilà, il y a une donnée qui marque la ZEID ou elle donc, de toutes les façons, il faut reporter, il faut ramener les modifications jusqu'au modèle conceptuel. Et on retourne à l'étape 2, ça veut dire on retourne au niveau modèle logique et revérifier que on a bien une procédure fonctionnelle qu'il utilise jusqu'à la validation de tout le modèle. Donc ça, c'est l'objectif. Vous voyez que c'est important de faire cette confrontation entre les données et les traitements, d'accord? Donc là, c'est juste un exemple de procédure fonctionnelle dont on a parlé avant. Voilà, ça c'est vraiment intéressant à savoir, ça boucle la boucle. Voilà, c'est vrai que ça sépare les données et les traitements, mais finalement, ils sont confrontés à la fin et il faut absolument valider un peu tout ça. D'accord. Bon, il n'y a pas au AMC juste pour dire qu'on peut, c'est un environnement graphique en fait de modélisation, mais il y en a plein d'autres. Hein. C'est juste un exemple, il faut. Voilà, donc avec cette conclusion, on aura fini le cours système information. On a fait le tour. On a pu boucler rapidement à la khatr une bonne partie qu'on fait déjà dans le cours base de données. Et heureusement d'ailleurs, sinon on ne pourra jamais finir en un semestre ce cours-là. Vous voyez que base de données, c'est tout un trimestre. Et là, on a résumé aujourd'hui le trimestre en moins d'une séance. Donc, vous voyez que si on n'avait pas l'autre cours, ça serait trop long à finir, disons. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Bon. Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous libérer. Préparez vos exercices pour demain, s'il vous plaît. Et on va corriger qui m'en les exercices qui restent. Et on va passer peut-être au chapitre suivant. D'accord? Mais j'ai l'impression que tout le monde... Là, on a déjà perdu pas mal de monde. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Démotivé l'après-midi? Vous êtes un peu fatigué, c'est ça? Bon, j'espère vous retrouver le matin plus frais. Je vous dis à demain matin.